La police de Guayas a arrêté deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans, soupçonnées d'avoir assassiné une étudiante de 18 ans à Jataí, à 350 km de Goiânia. Selon la principale piste d'enquête, la victime aurait eu une liaison amoureuse avec l'une des adolescentes et la fin de cette relation aurait motivé le crime. Après les fêtes de fin d'année, tout le monde se concentre déjà, vise déjà le carnaval, n'est-ce pas? Que ce soit pour s'amuser, voyager ou simplement se détendre un peu. Il y a même ceux qui disent que l'année ne commence vraiment qu'après le carnaval. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Mais c'est justement à cette période-là que les campagnes contre le harcèlement sexuel reviennent aussi en force. Peut-être qu'une phrase qui rend cela très clair, très évident, c'est celle qu'on a déjà entendue ici. D'ailleurs, il y a une playlist spéciale sur la chaîne à ce sujet. Non, c'est non est une phrase simple, mais qui existe parce que, malheureusement, beaucoup de gens perdent la notion, sont complètement à côté de la plaque, pensant qu'ils doivent insister, faire pression, dépasser toutes les limites. Cela doit arriver très souvent, n'est-ce pas? Mais il y a des cas où ce non n'est pas seulement ignoré, il est puni. Le cas de Bianca Mantelli-Pasinato en est un exemple. En juillet 2013, alors qu'elle n'avait que 18 ans, elle a été assassinée à coups de couteau par deux filles qui se disaient ses amies. Les deux étaient mineurs. Elles ont été identifiées seulement par leurs initiales. L, M, 17 ans et M, 16 ans. Le motif: Bianca a refusé une avance amoureuse, elle a dit non et elle a payé de sa propre vie. C'est difficile à croire, les amis. Un crime motivé par un rejet, un féminicide commis par une autre femme. Et, pour couronner le tout, deux meurtrières dont on ne peut même pas révéler le nom. Protégées par la loi, les deux mineurs ont reçu des mesures socio-éducatives, sans réelle peine de prison. Aujourd'hui, très probablement, elles doivent vivre une vie normale quelque part, tandis que Bianca n'est plus qu'un nom dans un dossier. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Cette affaire débute par un mot que chacun a sûrement déjà prononcé, non, mais elle se termine par du sang, de la trahison et deux jeunes filles qui ont appris trop tôt à tuer pour ne pas être contredites. Que s'est-il vraiment passé entre Bianca et celle qui se disait ses amies? Voyons cela dans cet épisode. Si vous aimez les faits réels, abonnez-vous, likez ou commentez, même un emoji, devenez membre si possible. Ce crime a été résolu rapidement, en 12 heures. Cela n'est arrivé que grâce au travail efficace de la police civile qui, au départ, enquêtait sur une disparition et non un homicide. Tout a été rendu public à partir du 29 juillet 2013 dans la ville de Jataí, qui se trouve à l'intérieur de Goiás, une ville de un peu plus de 100 000 habitants, à environ 300 km de Goiânia. Un endroit tranquille de ce genre où les gens se connaissent, tu vois? Où, théoriquement, des choses comme ça ne devraient pas arriver. Ce matin-là, vers 9h40. D'ailleurs, ça ne devrait arriver nulle part, n'est-ce pas? Vers 9h40 ce matin-là, Bianca est sortie sans son téléphone. Elle a dit à sa mère qu'elle allait chez une amie mineure dont seul le nom initial a été donné selon la loi. Le problème, c'est que Bianca n'est pas rentrée, n'a ni appelé ni envoyé de message, ce qui était déjà étrange pour sa mère. Bianca n'était pas du genre à disparaître sans raison, elle donnait toujours des nouvelles. C'était ce genre d'absence qui déclenche une alerte, tu vois? Cette mauvaise sensation dans le ventre, comme si quelque chose n'allait pas. Les heures passaient sans nouvelles de Bianca. Ni appel, ni contact, aucun signe de vie. L'inquiétude s'est muée en désespoir et quelques heures après, la famille a contacté la police, lançant les recherches. Nul ne soupçonnait que cette brève disparition dissimulait déjà quelque chose de bien plus grave et cruel. Deux preuves ont été cruciales dès le début. D'abord, les conversations sur le téléphone de Bianca. L'appareil étant à la maison, la police a pu y accéder rapidement. Messages, audio, tout était là. Toutes les traces numériques étaient présentes et on pouvait déjà percevoir une tension, une ambiance étrange entre les amis. La deuxième preuve était encore plus troublante. Une lettre, une sorte de lettre d'amour trouvée parmi les affaires de Bianca. Dans cette lettre, l'une des adolescentes impliquées dans l'affaire écrivait quelque chose qui, aujourd'hui,
ressemble à un présage, mais aussi à une confession. J'ai tout perdu pour toi, et ça me brise le cœur. Rappelle-toi d'être prudent, beaucoup de belles choses tournent mal dehors. Ce n'est pas qu'une remarque romantique, n'est-ce pas? C'est clair, un avertissement, une menace, comme si elle disait « Si tu n'es pas à moi, il pourrait t'arriver quelque chose de mauvais ». Et puis arrive le troisième indice, peut-être le plus marquant de tous. Une personne qui, en théorie, n'avait rien à voir avec cette histoire ici, a contacté la police pour signaler quelque chose d'insolite. Elle avait vu une fille qui serait ensuite désignée comme responsable du crime, avec des vêtements tachés de sang dans les parages. Et, les gars, franchement, non. En dehors d'un hôpital ou d'une boucherie, qui porte des vêtements ensanglantés. Ce n'est ni courant, ni facile à expliquer. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence. Cette image est restée dans la tête de ce témoin-là. La fille marchant dans la rue comme si de rien n'était, avec ses traces de sang sur ses vêtements. C'était quelque chose d'aussi inhabituel qu'elle a décidé d'aller voir la police et de raconter ce qu'elle avait vu. À partir de ce moment-là, ce qui était considéré comme une simple disparition a commencé à prendre des contours beaucoup plus sombres. Munis de ces informations, les policiers se sont alors rendus chez les adolescentes, désignées comme suspectes dans l'affaire. Dans l'une de ces maisons, la police a remarqué que la jeune fille portait un pantalon apparemment normal, mais l'ourlet était mouillé, seulement l'ourlet. À ce moment-là, les enquêteurs ont émis une hypothèse, peut-être évidente, claire. Cette partie du vêtement aurait-elle pu être lavée à la hâte pour essayer d'enlever une tache de sang? Peut-être, comme si on avait mouillé juste ce qu'il fallait effacer avec quelque chose. C'est insolite, non? Avec le témoignage de la témoin et les messages sur le téléphone de Bianca, la police a été alertée. Ce n'était plus juste une disparition étrange, quelque chose de louche se passait. Grâce à ces indices et à l'instinct de ceux qui connaissent bien les scènes de crime, les policiers sont allés voir le commissaire. Ils ont décrit ce qu'ils avaient vu, les suspects, des détails inhabituels et la certitude d'une situation très grave. L'autorisation obtenue, ils sont revenus le jour même à la maison du lotissement Estrella d'Alva pour une fouille approfondie. Chaque pièce et recoin a été vérifié avec soin extrême. Et c'est lors de cette fouille, déjà dans la soirée, que la confirmation la plus dure a éclaté. Le corps de Bianca Mantelli Pazzinato y a été retrouvé. Plus tôt, elle avait quitté la maison pour voir une amie. Maintenant, elle était morte, cachée à l'intérieur d'une maison, et la disparition qui avait commencé ce matin-là se terminait de la pire façon possible. Bon, passons aux détails de l'affaire et à l'enquête. Bianca a été assassinée à coups de couteau, son corps était caché sous un lit. Il y avait beaucoup de sang sur les lieux. Les bras et les pieds étaient attachés et le cadavre a été recouvert de sacs en plastique. Une tentative de dissimuler ce qui s'était passé là. Comme si cela n'était pas déjà assez choquant, dans la chambre de l'une des adolescentes, le commissaire a trouvé quelque chose de complètement étrange. Un cahier avec la planification de ce qui s'était passé, du crime. Ce n'était pas une attaque impulsive, ce n'était pas une crise, ce n'était pas une dispute qui avait dégénéré. Tout avait été prémédité. Selon la police, la préméditation a commencé au moins une semaine avant l'exécution. Et, pour compléter le plan, dans le sac à dos de la jeune fille, identifié comme M, il y avait 1 litre d'alcool et des allumettes. De l'alcool et des allumettes. Ça change tout, non? Voir ces deux objets ensemble près d'un corps sur une scène de crime, la conclusion vient d'elle-même, non? L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais aussi de brûler et faire disparaître le corps de Bianca. La façon dont le corps serait sorti de la maison, transporté et incinéré, restait alors incertaine. Mais le plan existait, il était documenté. Sur l'une de ces feuilles, la planification apparaissait divisée en 2 parties. Maison, l'homme et voiture. Dans chacune d'elles, une liste d'actions. Porter des gants, fermer la porte à clé, allumer la télévision pour masquer les bruits, couvrir la plaque d'immatriculation de la voiture. Des détails froids, méthodiques, calculés. Ce qui a le plus choqué l'équipe, c'est le niveau de cruauté et d'organisation. Le féminicide commis par 2 adolescentes, avec un scénario, une logistique et une tentative de dissimulation du cadavre. Un piège. Bianca a été attirée dans cette maison en croyant qu'elle allait retrouver une amie et elle est finalement tombée dans un piège soigneusement préparé.
Le commissaire, fort de plus de 20 ans de carrière, a dit avoir été impressionné par le sang-froid, la cruauté et la violence impliquées dans cette affaire. Peu après, les deux suspectes ont été arrêtés et conduites au commissariat de police de Goiânia. Le lendemain, elles ont témoigné devant le tribunal pour enfants et adolescents. Et à partir de là, commençait la phase qui, pour beaucoup de gens, serait encore plus révoltante. La façon dont la justice allait gérer toute cette affaire. La fille l'entourait. La fille ne la laissait pas respirer. Elle la cherchait tout le temps. Elle sonnait à la porte. Comme ils ont une caméra, elle ne répondait pas quand elle voyait que c'était elle. Elle ne voulait pas de ce rapprochement. Eh bien, en regardant tout ça, une question se pose naturellement, n'est-ce pas? Quelle a été la véritable motivation? Pour la police, la réponse a été rapide, un crime passionnel. Vous vous rappelez la lettre d'amour et les messages sur le portable de Bianca? Dans cette lettre, une adolescente lui avoue ses sentiments. Elle dit qu'elle n'a pas choisi d'aimer, que son cœur s'est emballé tout seul, qu'elle n'arrivait pas à contrôler ce qu'elle ressentait. À ce discours classique de passion obsessionnelle, tu vois, le problème c'est que cet amour n'a pas été réciproque. Cet amour, entre guillemets, tu vois, c'est là que tout part vraiment en vrille. Selon l'enquête, le rejet s'est mué en haine, si forte qu'elle a mené à vouloir détruire, posséder, éliminer. Selon la source, les détails diffèrent légèrement. Certaines versions disent que Bianca et cette fille sont même allées jusqu'à avoir quelque chose, tu sais, une vraie relation. D'autres affirment qu'il n'y a jamais eu de relation du tout. Que Bianca en réalité était simplement polie, ne savait pas dire non fermement et finissait par tolérer un peu les avances. En réalité, ces avances, peut-être même prises à la légère d'une certaine façon, sans imaginer ce que cela nourrissait dans la tête de l'autre personne, parce que c'est cette situation absurde, tu vois. Quelqu'un tombe amoureux, l'autre personne n'en sait rien, puis ne répond pas quand elle l'apprend et d'une certaine manière, il semble que le fait de ne pas savoir ce que l'autre personne pense, et ensuite, bien sûr, le refus naturel quand on n'est pas intéressé devient une offense impardonnable, comme si le simple droit de ne pas vouloir était une raison de tuer. N'est-ce pas trop insensé? Cette lettre est apparue après les événements, n'est-ce pas? Je pense que cette fille, tu vois, a essayé d'écrire cette lettre et voulait cette relation. Comme ma nièce n'a pas répondu et ne voulait pas parce qu'elle avait même un petit ami. C'est insensé et bizarre aussi d'ailleurs, ce contexte implicite dans cette affaire, tu vois, de « vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon tu es mineur ». Mais je vais y arriver dans les détails. C'est comme si l'âge servait presque de sauf-conduit. Morale, non? Concernant Bianca, les descriptions sont toutes très proches. Elle était ce genre de personne qui évite les conflits, comme je l'ai dit, qui n'aime pas les disputes, qui essaie toujours de résoudre les choses de la meilleure façon possible. Une personne diplomate qui évite de blesser. Sa mère sur cette histoire où les sources divergent, n'est-ce pas? Certains pensent qu'ils ont eu une relation, d'autres non. Sa mère et la famille affirment qu'il n'est jamais sorti avec cette fille. Ce qu'il y avait au maximum, c'était vraiment la difficulté à être direct, à couper, n'est-ce pas, à imposer des limites plus strictes. Et dans ce cas, peut-être l'incapacité à affirmer ce non définitif. Peut-être que, de l'autre côté, cela a été interprété comme un espoir, tu sais, comme une permission, comme quelque chose qui, dans la tête déformée de quelqu'un, devait être conquis, même par la force. Et ce qui apparaît dans pratiquement tous les reportages, c'est que l'un des principaux sentiments derrière ce crime était en fait la jalousie maladive, possessive. L'une des filles a même dit « Si elle ne reste pas avec moi, elle ne restera avec personne ». Rien que cette phrase, à elle seule, en dit déjà long sur ce qui se passait dans la tête de cette fille-là. Le rapport de l'Institut médico-légal a confirmé la brutalité. Bianca a reçu plusieurs coups de couteau, 5 au cou et 1 à la poitrine, des coups portés à des zones vitales, n'est-ce pas? Cela paraît spontané et impulsif. Lors des dépositions et devant les preuves, l'adolescente, elle, 17 ans, a déclaré que le plan pour tuer Bianca aurait été conçu par sa complice M, 16 ans. Selon elle, c'est M qui a tout planifié, mais elle était justement la fille rejetée, celle dont l'amour n'était pas réciproque. Selon l'enquête, elle aurait même cherché sur Internet comment tuer quelqu'un.
Lorsque M a été confrontée à cette accusation, elle a préféré garder le silence. D'après le commissaire André Fernandez à Jataï, ce silence n'a pas modifié l'enquête. L'enquête montrait déjà que c'était pratiquement établi. Ils ont tout planifié et exécuté ensemble, sans tiers impliqué. Le commissaire a déclaré à la presse qu'il s'agissait clairement d'un crime prémédité par les deux adolescentes. Et cette feuille, la fameuse feuille retrouvée dans la chambre, dans le cahier et tout, ne faisait que confirmer cela. Sur cette feuille étaient décrites, étape par étape, les actions qui aboutiraient à la tentative de brûler le corps de Bianca. Exactement ce que la police soupçonnait déjà à cause de l'alcool et des allumettes retrouvées. La lettre de L à Bianca reflétait parfaitement l'esprit de son autrice. À un moment, des déclarations d'amour, à un autre, des menaces voilées, de l'affection et de la colère, de la passion et de la haine. Une combinaison qui, dans ce cas, et je pense que dans tous les cas, finit par un crime, n'est-ce pas? Le commissaire a aussi précisé que lors des dépositions, les mineurs allaient manquer d'objectivité sur la motivation. Selon lui, il y avait là une tentative constante de rejeter la faute sur Bianca elle-même. Et oui, tu vois le genre. Dans les mots du commissaire, ce que j'ai constaté à l'époque, c'est que les auteurs cherchaient toujours à discréditer la victime afin de trouver une justification. En somme, discréditer une personne déjà décédée et incapable de se défendre. Malheureusement, cela s'est produit dans de nombreuses autres affaires, n'est-ce pas? La victime se retrouve sur le banc des accusés, comme si elle avait provoqué, mérité ou fait quelque chose pour finir de cette façon. Un renversement absurde, mais très courant. Pour la famille, la lecture était bien plus simple et bien plus humaine. Bianca se serait naturellement éloignée de la compagnie de ces deux filles-là. C'est quelque chose de normal dans la vie, tu sais. Changement de phase, début de la fac, nouvelles responsabilités, projets et amitié, une transition typique vers la vie adulte. Mais de l'autre côté, cet éloignement a été vu comme du mépris, du rejet ou de l'abandon. Chez les deux adolescentes, cela a renforcé le ressentiment, la jalousie et l'obsession déjà présents. Et puis dans cette grande envie de tuer aussi, n'est-ce pas? Mais pour revenir à l'enquête, il convient de souligner que elle, même si elle avait nié avoir rencontré la victime ce matin-là, était la suspecte numéro 1. Ainsi, les policiers sont revenus chez elle ce soir-là et ont demandé à la mère l'autorisation d'entrer et d'examiner la chambre. C'est là que surgissent tous ces détails, dont un choquant. Les policiers ont découvert des sacs plastiques contenant les matériaux utilisés pour incendier Bianca, ainsi que les objets ayant servi à la tuer. Sur la photo, on voit un couteau et un outil métallique ressemblant à une clé à molette. Ils ont aussi trouvé les plans pour la mort et la liste des matériaux importants. Bien sûr, le plus difficile pour tous, surtout pour la mère, reste ce détail choquant. Pour la mère de la jeune fille, elle, le pire fut d'apprendre que le corps de Bianca était sous le lit de sa fille, enveloppé de plastique. Mon Dieu, vraiment! Je suis anéanti, je suis dévasté, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour dire. Pour moi, tout est fini. Ce n'est pas la première fois. Ce qu'on peut encore ajouter de bizarre à cette histoire, les gars, c'est que, selon l'une des sources, cette adolescente féminicide, presque comme c'est un truc tellement surréaliste, non? C'est tellement ironique que ça en devient surréaliste. Cette adolescente féminicide, il y a quelques années, avait surmonté une leucémie, c'est-à-dire que sa vie était presque un miracle. Pendant la maladie et le traitement, la famille avait organisé des collectes pour financer les soins, qui impliquaient peut-être une greffe de moelle, quelque chose comme ça. Eh bien, voyez-vous, il a encore su surmonter quelque chose de si compliqué, n'est-ce pas? Tu es une amie, mec. En 2013, année où sa vie a été fauchée, Bianca était en 3e semestre de biomédecine à l'Université fédérale de Guayas, qui avait alors un campus à Jataï, sa ville. Aujourd'hui, cette université est devenue l'Université fédérale de Jataï. Une cousine d'enfance a décrit Bianca comme très attachée à la famille, casanière et toujours polie avec tous. Sur son amitié avec elle et M, ses bourreaux, personne n'avait rien à dire. Peut-être que ces noms étaient parfois évoqués à la maison. Vous savez comme cela arrive quand on mentionne en famille, là, au cours d'une conversation, le nom d'un tel ou d'un autre. Mais rien qui laisse entendre qu'il s'agissait d'une amitié vraiment intime, du genre à fréquenter la maison, ce genre de choses. Le meurtre fut un choc inattendu. Les deux jeunes filles responsables ont été condamnées et ont purgé 3 ans de mesures socio-éducatives.
Après cette période, les mineurs ont été libérés. 12 ans après le crime, nous ne savons plus rien à leur sujet. La loi a été respectée. Elles vivent désormais avec des gens innocents et bons, sans méfiance. Cela donne à la société un sentiment d'impunité, non ? En pensant à la brutalité, au sang-froid et à l'absence de motivation, ainsi qu'aux pulsions perverses et égocentriques des adolescentes. On est très choqué par l'incapacité de certains à gérer les frustrations et à comprendre que non, c'est non dans n'importe quel aspect de la vie. Et à propos de cette histoire-là, de mesures socio-éducatives, c'est compliqué, on va entrer ici dans un domaine où je ne sais pas. J'ai mon avis, d'autres ont le leur, et je doute que l'on se convainque mutuellement. Pour moi, c'est complètement absurde parce que c'est un peu comme je l'ai dit au milieu de l'épisode. C'est comme si tu donnais carte blanche, genre « vas-y, fais-le, il n'arrivera rien ». Seulement 3 petites années, mais si tu es tellement en colère que tu as été rejeté, que tu as été, tu vois, trahi, tu n'as pas voulu de mon amour le plus important pour moi. Alors vas-y, tue, car une autre n'en veut pas non plus. Que va-t-il t'arriver? Rien, non? Tu restes 3 ans là-bas, la vie continue. Personne ne connaît ton nom, ton visage, rien. C'est juste pour la famille, en deuil? Tu imagines le père, la mère de Bianca entendre un truc pareil. Les meurtrières de leur fille, cruelles et traîtresses, sortiront après 3 ans car elles ont déjà purgé leur peine socio-éducative. Cette loi est dépassée. On ne peut pas assimiler un acte infractionnel à un crime. Non, mon pote, on parle de grands gaillards, 15, 16, 17 ans, bordel. C'est presque absurde, non? C'est absurde, mais certains pensent le contraire. Qui suis-je? Juste un présentateur d'affaires criminelles. Exprimez votre accord ou désaccord, mais sans discours agressif comme « va étudier ». Tu dois étudier pour savoir. Merde, mec. Regardons les faits, mets le père de Bianca ou celui des meurtrières devant toi. Que leur dirais-tu droit dans les yeux? Utilisons plus notre tête et moins nos émotions, d'accord? Merci beaucoup pour votre compagnie, à bientôt pour le prochain épisode. Bisous du roux.